Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien arrivés à Toulouse. Nous sommes ravis de pouvoir initier ce petit atelier. Alors, donc je suis Julien Denomazide de la société Synbird, donc partenaire des interconnectés, de l'Intercotour. Je vous dirai un tout petit mot sur ce qu'on fait. Nous, on est aujourd'hui, on travaille surtout sur de la prise de rendez-vous. On travaille avec à peu près 650 mairies maintenant, un peu partout en France, notamment sur les titres d'identité, mais on est en train de travailler sur un produit de GRC un peu complet. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de laisser la parole à une commune proche de Toulouse, donc la mairie de Castanet-Tolosan. Donc on va parler du numérique et de l'accueil physique. C'est vraiment un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est de comment on réfléchit un petit peu ce lien entre les deux. Donc c'est bien, on n'est pas trop nombreux. Donc surtout l'objectif, c'est de pouvoir poser des questions. Vous allez voir elles ont des choses très concrètes à vous raconter. Donc on va passer tout de suite la parole donc à Mathilde Carrier et Virginie Collignon qui vont se présenter, vous présenter, faire une petite fiche. Je pense c'est bien déjà de nous parler de votre mairie, voilà, un petit peu la fiche de présentation du portrait de l'habitant de Castanet-Tolosan, et puis de rentrer vraiment dans ce que vous avez vécu en termes d'expérience. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathilde Carrier, je suis chef de service aux relations citoyens et citoyennes à la mairie de Castanet. Bon, ça c'est pour la partie qui nous intéresse, et sinon directrice du CCAS également. Bonjour, Virginie Collignon, je suis chargée de mission, méthodes et outils au sein de la collectivité. J'accompagne les services pour déployer des méthodes de travail. J'ai accompagné Mathilde qui était chargée de projet sur le projet Accueil de demain à Castanet, et on va vous expliquer comment nous, on a mis l'accueil numérique au service de l'accueil physique. Alors dites-nous un petit mot quand même, il y a combien d'habitants à Castanet, ça se situe où parce que tout le monde n'est pas de la région ici. Je pense que je suis pas sûr que tout le monde connaisse bien la mairie de Castanet-Tolosan dans la salle. Donc c'est une commune de 15 000 habitants qui est dans la première couronne toulousaine, à une dizaine de kilomètres. Et c'est une population stable, il y a des entreprises, c'est plutôt jeune, plutôt âgé C'est une population, au dernier recensement, plutôt vieillissante. On a beaucoup, avec une croissance démographique assez importante, il y a eu beaucoup de constructions les 20 dernières années. Voilà, donc on est facilement... il y a 20 ans de ça, on n'était pas tout à fait 10 000 habitants, et là on est 15 000 habitants. Et donc l'accueil se fait en centre-ville, il y a un seul lieu d'accueil, comment c'est ? Oui, donc il y a l'hôtel de Villain, surtout, pour l'accueil des usagers. Après, bien sûr, il y a tous les services publics, les écoles, etc. Mais là, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est l'accueil de l'usager au niveau de l'hôtel de Villain. Donc à partir de 2013, on avait décidé de s'engager dans une démarche qualité d'accueil, à la faveur d'une proposition de l'AFNOR, là, de faire un audit de la qualité d'accueil dans les collectivités. On avait vu le positionnement qu'on avait, qui n'était pas complètement catastrophique, mais voilà, on avait quand même des marges de progression à travailler. Donc on a souhaité s'engager sans aller jusqu'à une certification Caliville ou Marianne ou autre. On s'était dit on va amorcer une réflexion sur une qualité d'accueil. Et aussi, on l'a travaillé avec notre intercommunalité, le SICOVAL, notre communauté d'agglomération, avec l'idée d'harmoniser les accueils des différentes communes du territoire. Et de faire un guide commun sur les horaires d'ouverture, etc., les compétences des différentes collectivités, etc. Donc on a identifié les canaux de contact, les différents types de demandes qu'on pouvait avoir, on a quantifié le nombre de demandes par catégorie, les délais de réponse moyens, etc. Et on a
a essayé de se donner des objectifs à atteindre. Ensuite, on a mis en œuvre ce plan d'action pour améliorer notre accueil. À un moment donné, on vérifie si les choses qu'on a mises en place sont conformes aux objectifs que l'on s'était donnés. Et puis, tous les 2 ans, notamment avec ce contrôle AFNOR, ces enquêtes mystères, et le score, le résultat qu'on avait, on voyait si on avait progressé ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces enquêtes mystères, là? Vous allez nous en dire un peu plus? Donc chaque année, l'AFNOR propose de participer, alors sans forcément être labellisé Caliville, mais en tout cas de participer à un audit mystère. Donc il y a des visites, il y a des appels téléphoniques mystères. Ils testent en fait, ils se positionnent en usager et voir quelle est la réponse que telle mairie ou telle collectivité en tout cas apporte à l'usager. Et en fonction des critères qui sont établis par l'AFNOR, il y a des points. Et à la fin, il y a un forum, un peu comme aujourd'hui, où il y a aussi une remise des prix. Et en fonction des classements des villes et des catégories, ils remettent les prix. Donc ça permet d'avoir une distinction et surtout de valoriser le travail des agents, au-delà de l'évaluation des process internes que ça peut apporter à la direction. Voilà. Et pour la petite histoire, cette année, on était arrivé 4e, donc en sortie de Covid, donc c'était en 2020. Donc on était plutôt contents. Et puis après, on n'a pas reparticipé parce qu'il y a eu des réorganisations internes, et donc c'était pas la peine de mettre en difficulté les agents. Voilà. Alors, on avait amorcé en décembre 2019 donc un travail sur le projet Accueil de demain. Je ne suis pas sûre directement. C'est pas le bon, hein. Oui, donc, pardon. Suite à cette démarche qualité dans laquelle on s'inscrivait, on relevait quand même au niveau vraiment local et de notre quotidien qu'il pouvait y avoir des choses à améliorer. Et donc, on a proposé à l'équipe municipale, donc ça c'était en décembre 2019, d'amorcer un projet qu'on a nommé Accueil de demain. Pour vraiment partir sur des enquêtes d'usage, mais un peu plus poussées que celles que fait l'AFNOR, et de l'étaler un peu plus sur le temps pour vraiment identifier ce qu'on pouvait améliorer au quotidien, tant pour l'usager, mais aussi pour les agents, et sur la question aussi des conditions de travail. Donc, ce projet a été amorcé en décembre 2019, a pâti un peu du Covid et du changement de municipalité qu'on a eu en juin 2020. Donc il a fallu redéfendre le projet à la nouvelle équipe municipale, étant donné qu'ils avaient une sensibilité au numérique et à l'accessibilité des services publics. Ça n'a pas forcément été très difficile de les convaincre. Donc on a continué ce projet. Donc c'est un projet qui incluait tous les agents d'accueil au public sur tous les services de la mairie. Donc tant le service population que le service urbanisme, scolaire. Il y avait la police municipale qui pouvait être interrogée également. Enfin voilà, il y a vraiment eu un gros travail interne qui a été mené. Et ça permettait aussi que chacun soit acteur de ce changement qui allait s'amorcer, parce que c'est quand même des changements qui s'amorcent avec des changements d'outils, etc., et de méthodes de travail. Et donc, on s'est basé sur une méthode d'enquête d'usage qui était basée sur les méthodes de la police d'investigation. Voilà, donc on a essayé de rendre, comme on associait des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être intégrées à la réflexion de projets, on a souhaité vraiment associer le plus possible les parties prenantes. Donc pour mener ce travail de manière ludique, on a imaginé cette enquête policière. Donc on a auditionné des témoins, voilà, on a fait des enquêtes auprès des usagers, auprès des agents. On a fait des enquêtes de voisinage pour parler du benchmark. Voilà, on a un petit peu pris le vocabulaire de la police scientifique. Et on a co-construit notamment avec le groupe de travail un questionnaire pour les citoyens, pour leur demander voilà, quelles étaient la façon dont ils fréquentaient l'accueil à la mairie, est-ce qu'ils avaient des jours préférés, des créneaux horaires.
On a essayé aussi de voir à qui on a affaire. Ces questionnaires étaient anonymes, mais dans quelle tranche d'âge ils se situaient, quelles catégories socio-professionnelles, etc. On a également donc réalisé avec ce groupe de travail des questionnaires destinés aux agents, et chaque membre du groupe de travail avait pour mission d'aller auditionner un service ou un autre collègue d'un autre service d'accueil pour voir ce qui fonctionnait moins bien, etc. Donc de ce travail, en particulier du traitement des questionnaires citoyens, où on a eu plutôt un très bon retour, plus de 300 questionnaires nous ont été retournés, qu'on avait distribués soit à l'accueil, soit via le site internet de la ville. Donc on est parti sur une démarche design thinking. On a créé des personas. Par exemple, Juliette, 60 ans, on mettait un petit score sur son agilité en matière informatique, sur son accès au numérique, parce qu'on sait que, par exemple, l'accès au numérique chez les jeunes, ça pose aucun problème. Souvent, les jeunes cherchent à s'installer dans des zones qui sont plutôt bien équipées. En revanche, s'ils sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, par exemple, ils ne sont pas forcément très à l'aise sur les démarches administratives. Donc voilà, on a créé plusieurs profils comme ça. On a demandé à nos élus de jouer le rôle de ces personnes. Et donc, ils avaient cette petite carte persona et ils avaient pour mission de vérifier l'accès physique, l'accessibilité physique au service. Comment est-ce que je me rends à la mairie, à l'accueil ils avaient pour mission de renseigner quel était leur mode de déplacement, le canal de contact, et ils avaient une question à poser à l'accueil. Donc il y a une personne qui souhaitait connaître les associations qui étaient sur le territoire, et il y avait quelqu'un qui devait faire une demande de passeport, voilà. Et il y avait un petit rapporteur qui le suivait et qui notait tout ce qui pointait, ce qui allait moins bien. Voilà. Ça serait intéressant, on ne les a pas à l'écran, mais si après la présentation on pouvait regarder, elles ont quelques fiches comme ça à montrer, c'est très sympa. Tu veux compléter ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc de tous ces outils en fait, et de cette enquête qui avait été menée par tous les agents, on avait dégagé 4 items à présenter au comité de pilotage. Donc on avait décliné ça en fonction de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique, de l'accueil numérique et de la gestion des canaux de contact en interne, parce qu'il y avait une démultiplication des outils où c'est difficile des fois pour les agents d'être habitués à une logique pour un logiciel, et puis on change de logiciel, c'est une autre logique, et puis etc. etc. Donc là, on a plusieurs logiciels en interne qu'il faut qu'on rationalise. Et on avait aussi un logiciel notamment de prise de rendez-vous en ligne qui répondait pas forcément aux attentes des agents et des usagers, notamment sur le volet de rappel avec les SMS, etc. Mais là, peut-être qu'on l'abordera un peu plus tout à l'heure. Donc le but, on a essayé de lier numérique et physique par un nouveau logiciel qui permettait aussi d'optimiser donc la prise de rendez-vous 24 heures sur 24, c'est-à-dire 7 jours sur 7, ça c'est presque classique aujourd'hui sur la prise de rendez-vous en ligne. Il y avait le rappel par SMS, derrière ça nous génère des statistiques, et donc ça permet d'associer quand même une forme de performance pour améliorer les process internes, parce qu'on a une partie qui va être vraiment sur rendez-vous et on a des parties sans rendez-vous, mais qui sont quand même entrées par les agents d'accueil dans le logiciel pour avoir une gestion de la file d'attente. Donc ça génère des statistiques, etc., sur le temps d'attente, voilà. Et nous, après, en direction, ça nous permet de savoir pourquoi l'usager a attendu autant. Il y avait certainement une raison, ou pas, ou comment on peut améliorer ça. Peut-être qu'il y a une communication avec les services à développer autrement, etc. Donc ça permettait, donc il y a un meilleur confort pour l'usager, mais aussi pour les agents, parce qu'ils ont une visibilité sur l'ensemble des services qui reçoivent du public, puisqu'on a associé le service population, donc ce qui est état civil, titre d'identité, funéraire, le service urbanisme et le service scolaire. Voilà pour la petite histoire. Vous avez terminé ? Non.
Je pense que... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été vécu, ce que vous venez d'entendre vous voulez approfondir tel ou tel sujet Sur le nombre de rendez-vous non honorés, vous avez des statistiques? Donc, l'ancien logiciel qu'on avait, il y avait certaines fonctionnalités qu'on n'avait pas par rapport à Sinbird aujourd'hui. On est passé de 17% de rendez-vous non honorés à moins de 4%. Parce qu'en fait, il y a la question du SMS, forcément, il y a plusieurs rappels. Et en fait, ils sont autonomes. Donc, en plus, surtout, par exemple, nous, sur les titres d'identité, aujourd'hui, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a énormément d'attentes. On le sait, c'est un sujet national. Et donc, souvent, les gens ont le réflexe de prendre des rendez-vous dans plusieurs mairies. Et ils ne pensent pas forcément à annuler ailleurs, etc. Et donc on se retrouvait avec plein de rendez-vous qui étaient non honorés. Et c'était dommage parce qu'on sait qu'on est en pénurie. Et là, aujourd'hui, voilà, ça s'autorégule en fait. Quand vous dites la limitation des appels internes, c'est entre les services eux-mêmes, c'est ça? Oui. Alors il y a ça, et il y a aussi que, même si là c'est un peu faussé du fait que on a trop de demandes au niveau des rendez-vous et que les mairies, on n'arrive pas forcément à suivre. Surtout que nous, on a fait le choix de limiter en fait la prise de rendez-vous sur 90 jours. Donc ça se bloque au-delà de 90 jours parce que sinon, après, ils prennent des rendez-vous, ils oublient. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux en fait en ce moment. Mais sinon, oui, ça limite quand même le nombre d'appels vers la mairie, donc des usagers, et le nombre d'appels internes entre les agents pour dire voilà, ton rendez-vous t'attend, voilà, ce genre de choses, parce qu'il y a un module de notification en fait. Quand on passe Madame Durand est arrivée à la mairie, on dit qu'elle attend en salle d'attente, et il y a un petit pop-up, une notification qui se met sur l'écran, par exemple de l'agent du service scolaire, pour dire Madame Durand t'attend dans la salle d'attente. Je peux ajouter là-dessus, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur depuis le début. Notre projet, on l'a commencé avec la mairie d'Annecy et de Chambéry. On est basé en Savoie. Et on a très vite toujours été dans la mesure, et on voit bien que c'était il y a 5 ans, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont vécues depuis 5 ans et que les choses évoluent. Et qu'effectivement, il y a une sorte d'incivilité qui s'est développée. Hein. On voit que le nombre de gens qui ne viennent pas, on a beau faire des rappels, envoyer des SMS, faciliter l'envoi, faciliter l'annulation, ça a un impact énorme, mais il y a encore des choses qu'on peut rajouter là-dessus. Alors, spécifiquement sur les cartes d'identité passeport, on est en train de travailler avec la NTS. On est le premier partenaire aujourd'hui du portail qu'ils ont mis en place, mais l'idée, c'est que demain, un numéro de pré-demande égale un rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une chose qui est dans les tuyaux, qui devrait arriver assez vite. Et on sera les premiers à travailler là-dessus. Mais il y a d'autres sujets. Il y a le fait de... Effectivement, ce que vous avez dit sur... Alors on dit, est-ce qu'il faut ouvrir à 90 jours ? Là-dessus, on a peut-être des astuces à vous donner parce que l'outil permet d'ouvrir de manière assez fine. Comment on ouvre les rendez-vous ? Et notamment, on n'est pas obligé de tout ouvrir avec la même durée. Donc ça peut être intéressant d'ouvrir des créneaux à 90 jours. Pourquoi pas d'autres, certains à 120 jours, mais garder des créneaux qu'on n'ouvre qu'à 15 jours. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, c'est la mairie de Metz qui avait été les premiers à me dire ça. Il dit, mais pour moi, c'est important que tous les créneaux ne soient pas ouverts, tous en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous avez combien de stations biométriques ? Vous en avez qu'une ? Non, on en a 2. On en a 2, mais il y en a une qui tourne quotidiennement, parce que l'autre, on l'a... Alors, j'espère qu'il n'y a personne de la préfecture, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais il y en a une qu'on garde pour les retraits. Mais on arrive à les faire tourner les 2 sur l'année à hauteur de ce qui est attendu par la préfecture. Je ne sais pas si c'est l'astuce, ça. Après, chacun fait avec le personnel qu'il a. On sait que c'est des vrais sujets. Mais en tout cas, c'est étonnant. On s'est rendu compte que quelque chose qui paraît hyper basique, en fait, quand on le travaille de manière fine, on arrive vraiment à améliorer les choses et à améliorer aussi... Parce que j'aurais bien aimé que vous parliez des agents.
Parce que souvent, on entend parler des usagers, mais en face, il y a des agents. Comme on disait tout à l'heure, parfois, on recale des gens dont on voulait... alors que l'accueil est un sujet super important. Pardon, je n'ai pas coupé mon téléphone. Désolé, ça ira mieux. Mais il y a vraiment un enjeu fort et de comment aujourd'hui on limite le stress chez les agents. Est-ce que ça peut y contribuer d'avoir un accueil physique qui soit bien pensé? Parce que là, on est repassé au numérique. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la qualité de service des agents? Alors, il y a le volet de trouver des outils qui facilitent le travail des agents au quotidien. Ça fait partie... comme je disais tout à l'heure, il y a le volet vraiment usager, faciliter l'accès au service public. Mais il y a aussi le côté agent. Il ne faut pas qu'on tombe dans des outils qui sont hyper fastidieux, compliqués à paramétrer, compliqués au quotidien à utiliser. C'est pas le but. Au-delà de ça, il y a vraiment... qui dit moins d'appels et interne ou externe, dit sérénité dans le travail, moins de parasitage, entre guillemets, je décroche 3 fois le téléphone et en même temps j'ai 3 personnes qui attendent devant moi, donc une forme de stress aussi pour les agents. Donc ça permet d'optimiser tout ça, d'avoir qui travaillent plus dans la sérénité. Et après, au-delà nous, dans le cadre du projet Accueil de demain, on va aussi avoir des travaux au niveau de l'accueil, où peut-être le numérique aura aussi une place un peu plus développée au fur et à mesure. Il y a des questions qu'on n'a pas... Non. En fait, on a discuté avec un de vos collègues là-bas au stand, et sur certaines mairies, sur des grosses mairies, ils parlaient de baisse d'appels téléphoniques. Moi, j'ai des stats sur la mairie d'Annecy. Plusieurs milliers. Ils avaient eu, je sais que la mairie d'Annecy, donc Annecy, et c'était au début de la fusion, mais sur juste l'hôtel de ville, donc qui représente 50-60 000 habitants, ils avaient eu 60% d'appels en moins sur une année, et ça représentait, je crois, 23 000 appels en moins. Donc c'est sûr que quand on réfléchit, non seulement au temps que ça libère, mais au stress, parce qu'on sait bien que traiter un appel téléphonique, c'est compliqué. Donc il y avait d'autres questions, je crois. Vous disiez que vous aviez deux gestions, la gestion sur rendez-vous et la gestion sur le flux. Ce qui fait que sur le flux, c'est de l'accueil courant autre que l'état civil, j'imagine. Comment est-ce que vous avez accompagné les personnes qui sont éloignées du numérique? Est-ce que du coup, c'est des gens qui se sont retrouvés tous sur le flux? Comment est-ce qu'il y a eu cette... Alors, d'abord, le rendez-vous n'est pas propre aux gens qui sont des produits numériques. Nous, ce qu'on dit depuis le début, mais je pense que on n'invente rien, c'est que le numérique est très utile pour des gens qui sont très contents de prendre un rendez-vous, comme on disait tout à l'heure, le dimanche soir, tu as pensé à prendre ton rendez-vous, non, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux le faire tout de suite. On n'est pas obligé. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, alors c'est très varié d'une commune à l'autre, et on ne peut pas dire que le rural est moins numérisé que l'urbain. C'est assez surprenant. D'ailleurs, nous, on a des stats qui vont de 25% de prise de rendez-vous en ligne à 97%. 97, on déconseille. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a un problème quand on est à 97% de rendez-vous pris en ligne. Ça veut dire qu'on répond... Voilà, c'est même inquiétant. Mais des taux autour de 60%, c'est assez classique. Donc ça libère du temps. Et clairement, la mission de service public, on voit bien, elle est de bien accueillir les gens qui sont loin. Mais l'outil, on l'a vraiment pensé aussi pour faciliter la prise de rendez-vous au guichet ou au téléphone et d'envoyer un SMS. Parce qu'on pense qu'au rendez-vous en ligne, mais pour nous, on pense qu'on apporte presque un service aussi important pour des gens qui ne prennent pas un rendez-vous en ligne, mais vont pouvoir recevoir un SMS parce qu'ils ont quand même un portable, malgré tout. Ils vont y être sensibles. On voit bien qu'aujourd'hui, la question si on est toujours dans les titres d'identité, ce qui n'est pas notre seul sujet, mais la notion de l'après-demande risque de devenir obligatoire. Donc comment ça peut être traité en mairie avant, ou dans des maisons France Service, ou je sais pas, des points. Vous voyez ce que je veux dire. Non, ça vous fait sourire, mais. Vous êtes d'une maison France Service, voilà, donc c'est un gros sujet.
C'est vraiment des sujets intéressants. On se retrouve effectivement sur un territoire où on n'a qu'une seule commune qui a la possibilité de faire l'état civil, enfin, qui a Vous êtes d'où? Barcelonnette. D'accord. La commune, je crois, utilise votre solution de prise de rendez-vous, mais l'impose vraisemblablement. Donc nous, on récupère les usagers qui ne sont pas en mesure de faire leur pré-demande ou de faire leur prise de rendez-vous. Je sais que ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on a développé une logique de parcours usager. Et typiquement, je sais qu'on a des collectivités, je pense à Mantes-la-Ville en Ile-de-France, où ils imposent la pré-demande. Mais du coup, si vous n'avez pas fait de pré-demande, ils envoient vers France Service. Et c'est indiqué dedans comment faire. On peut même prendre rendez-vous. Non, je voulais vous montrer des logiques par rapport à ça d'accueil que je trouve. On sent qu'il y a d'accueil physique. Attends, si j'arrive. Ah non, j'arrive pas. Voilà, attendez, pourquoi j'ai pas... c'est bien, mais... Ah, voilà. Si je peux juste rajouter par rapport à la France Service, je pense qu'il y a aussi... vous pâtissez, je pense, du fait qu'il y a tellement de demandes de rendez-vous, de titres d'identité, que comme les gens n'arrivent pas à accéder justement à la prise de rendez-vous en ligne, ils tapent un peu à toutes les portes pour pouvoir trouver un rendez-vous. Nous, on est en discussion régulièrement, hein, de toute façon, avec la préfecture, parce qu'on a des objectifs à remplir. Et à chaque fois, enfin, voilà, on fait en sorte de les remplir. Mais de ce qui nous a été communiqué, c'est qu'en 2023, il n'y aura pas forcément d'amélioration. Et malheureusement, on a beau avoir de bons outils, ça ne vient pas non plus pallier justement à ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir les moyens humains. Voilà, c'est des choses... mais c'est sûr que c'est une période à passer. Ouais, il y a une pédagogie, on voit bien le nombre. C'est aussi, quand on parle de chiffres, hein, on parle de personne n'a fait sa carte d'identité passeport pendant 2 ans, et puis là, on va en avoir 14 millions cette année. Les mairies ne sont pas non plus, ne peuvent pas tout faire. Non, je voulais vous montrer, et c'est un peu le sujet aussi d'aujourd'hui, donc de lien. Nous, on est assez sensible aux questions d'accueil physique. On voit bien, et je trouve que par rapport à ce que vous avez dit, on a mis des photos de 3 mairies. Non, il y a 2 mairies, et ça c'est une banque, en Ardèche, à la Mastre. Là, on est à Vertou, en banlieue de Nantes. Et là, on est à... c'est en Ile-de-France, mais je ne me souviens plus de la mairie. J'ai un petit trou de mémoire. C'est assez intéressant de voir que aussi, dans la façon d'accueillir, il y a de plus en plus de mairies qui se posent des questions, de plus être dans cette logique guichet. Et à côté, on a volontairement mis des écrans de la file d'attente. Alors, c'est peut-être pas très clair, mais c'est l'occasion d'en parler, parce que c'était pour répondre à votre question du rendez-vous flux. C'est-à-dire que c'est sûr que le rendez-vous, c'est très bien, mais tout faire sur rendez-vous, c'est insupportable. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas... Je pensais aussi notamment à la question de temporalité à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. L'urgence des usagers, alors elle n'est pas la nôtre, mais en tout cas, elle s'entend parfois et il faut pouvoir la gérer. Donc, Et les choses vont peut-être évoluer dans un sens et dans l'autre. Enfin, là, on est devenu peut-être parfois dans un excès du tout rendez-vous. C'est très bien. On se rend compte que c'est efficace sur le flux, mais pour autant, on ne peut pas tout faire. Et ce qui est intéressant par rapport à l'accueil de l'usager, parce qu'on pense au rendez-vous, mais on pense aussi à comment les gens sont accueillis en mairie. Et c'est sûr que, alors, dans des grosses mairies, je vois M. Verlaguet de Toulouse, où là, on a clairement, depuis des années, mis en place des outils de file d'attente. Dans des plus petites mairies, ça paraît disproportionné, l'idée de donner un ticket n'est pas nécessaire, etc. Mais ce qui est intéressant, et dans ce qu'on a développé, vraiment en étant à l'écoute, c'est une mairie de 20 000 habitants qui nous avait demandé ça, qui est en banlieue lyonnaise, l'île d'Abo. Vous avez dit, mais nous, on veut de la file d'attente, votre produit il est super, mais faites-nous de la file d'attente. C'est quoi de la file d'attente? Vous ne savez pas. Et en fait, c'est quelque chose qui permet finalement de pointer l'accueil de l'usager, la fonction de base, et de pouvoir gérer un peu son temps d'attente. Comme vous l'avez dit, vous voyez, une mairie de 15 000 habitants peut tout à fait utiliser un outil de file d'attente, dans la mesure où aujourd'hui, comme c'est complètement intégré à ce qu'on peut proposer en prise de rendez-vous, c'est des produits qui ne coûtent pas cher du tout et qui permettent vraiment de maîtriser son flux et surtout que l'usager
qui viennent avec ou sans rendez-vous soient intégrés dans un flux et enlever du stress à la façon dont il est accueilli. S'il sait que, entre guillemets, c'est bête, mais qu'il a le numéro A423 et qu'il sait que c'est le 421 qui est en train de passer, ou même le 419, en fait, c'est le fait de pouvoir se projeter. Je pense que ce qu'on supporte plus aujourd'hui, c'est une sorte d'incertitude. Est-ce que je vais attendre un quart d'heure ou est-ce que je vais attendre 1 heure? Donc il y a une espèce de logique de l'accueil et qui doit pas être que. Je trouve que réfléchir aux deux est intéressant. Ce que j'ai trouvé génial à la mairie de Vertou, c'est qu'effectivement, alors vous voyez le guichet, on peut même pas lui parler. On est accueilli par des agents qui sont debout. Et ça, on l'a vu dans plusieurs mairies. C'est vraiment des sujets qu'on peut bousculer quand même la façon d'accueillir. Et je pense que c'était vraiment le sujet de l'atelier. On voudrait faire un intercotour avec la mairie de Chambéry début janvier pour pouvoir profiter de la montagne. Sur ce sujet, vraiment de réflexion avec des ateliers concrets sur comment on optimise cette logique d'accueil. Voilà. Bonjour, Jérôme Romani, Toulouse Métropole. Je voulais vous poser une question sur l'organisation vraiment, sur l'accueil physique. Où il y a effectivement des rendez-vous en ligne, il y a des gens qui viennent directement à l'accueil, sans rendez-vous. Comment vous les gérez effectivement? Vous avez un guichet dédié à ce genre de personnes et l'autre spécifique à celui de réservation en ligne. Comment vous jonglez avec les agendas? Alors, bon, déjà, il y a plusieurs agendas, en fait. Mais au-delà de ça, il y a des démarches pour lesquelles viennent les usagers qu'on prend sans rendez-vous. Mais par exemple, sur les titres d'identité, le dépôt de dossier, on ne le prend pas sans rendez-vous. Parce que ce serait ingérable, en fait. Mais par contre, tout ce qui est donc remise de titre d'identité, par exemple, sans rendez-vous, voilà, c'est que sans rendez-vous même. Après, il y a une partie, alors là, sur le service scolaire, par exemple, un paiement de facture, ça peut être sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Ça, après, c'est les services qui paramètrent, en fait, leur... Concrètement, une personne dédiée, donc les rendez-vous, s'il y a un trou, elle prend quelqu'un qui est venu sans rendez-vous? En fait, à Castanet, il y a 2 agents d'accueil. Pour que vous puissiez visualiser, il y a 2 agents d'accueil qui prennent le flux des personnes, quelles démarches ils veulent faire. S'il y a du sans rendez-vous sur le service scolaire, on le rentre dans Synbird, ça envoie un message au service et il l'inclut dans leur quotidien, en fait. Il n'y a pas d'identification de surcharge de travail à ce niveau-là, en fait. Ils peuvent l'intégrer dans leur quotidien. Nous, ce qu'on a identifié qu'on ne pouvait pas intégrer, par exemple, si je parle en termes état civil, déposer un dossier mariage, ça dure 1 heure. Il y a une étude des pièces, etc. Une personne ne peut pas venir comme ça pour déposer un dossier de mariage. Les titres d'identité, c'est pareil, parce qu'en fait, il y a beaucoup, quand les gens viennent un peu comme ça, sur du sans rendez-vous, souvent il manque une pièce, etc. Et en fait, on a une trop forte déperdition et ça sollicite trop les agents. On parlait aussi de conditions de travail tout à l'heure. Sur les titres d'identité, notamment, on rabâche beaucoup. On dit toujours la même chose, et donc il y a un côté quand même qui est relativement pénible pour les agents. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération et arriver à trouver le juste équilibre entre ce qu'on met sur rendez-vous, sans rendez-vous, ou les deux. Sur site, ils prennent rendez-vous Ouais. pour revenir faire Et ça arrive, oui. Pour ceux qui n'ont pas accès au numérique, oui, ça arrive. De la même façon qu'on parlait tout à l'heure des urgences, nous, on se réserve des créneaux d'urgence pour pouvoir répondre à ces usagers-là. On se débrouille toujours, on essaie toujours d'avoir une latitude quand même pour répondre à l'usager. Quelqu'un qui part en déplacement professionnel, qui a besoin d'un passeport en 2 semaines, il faut qu'on puisse lui répondre, parce que ça ne rentre pas dans les critères d'urgence de la préfecture où vraiment ils établissent le passeport en instantané. Donc voilà, en fait, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les attentes des usagers, ce que nous on peut apporter en termes de performance, de service public et de services rendus, et aussi quand même sur le côté pénibilité, conditions de travail des agents. En tout cas pour nous. Oui. Voilà, l'idée, c'est quelque chose qu'on a très vite mis en place.
Alors déjà, on intègre avant, dans la prise de rendez-vous, et ça c'était la mairie d'Annecy, au bout d'un an, ils nous ont dit c'est super, on a gagné, on a fait 25% de titres en plus, on a baissé le stress, mais on veut augmenter maintenant les pré-demandes. Donc on a ajouté depuis maintenant 3 ans la pré-demande dans le scénario de prise de rendez-vous, et avec la liste des pièces à apporter dans le SMS. Donc ça c'est vraiment un point très important. C'est-à-dire qu'un rendez-vous qui soit pris en ligne ou au téléphone génère un SMS et un mail. Alors c'est pas vrai parce que quand on prend un rendez-vous au téléphone, en général, on ne prend que le numéro de portable, donc le SMS est super important. Et dans ce SMS, il y a un lien qui vous permet d'avoir la liste des pièces à apporter, de pouvoir annuler votre rendez-vous, déplacer votre rendez-vous et avoir le lien vers l'itinéraire. Ça, c'est vraiment des choses essentielles, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, les gens sont autonomes et c'est super important. Un SMS sans lien pour faire quoi que ce soit, c'est un risque que même s'il y a un rappel, les gens ne vont pas téléphoner pour faire l'appel, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Et alors, par contre, ce qu'on est en train de faire, à la demande d'une mairie qui s'appelle Vincennes, que vous connaissez sans doute, c'est parce qu'on n'avait pas ce problème-là jusqu'à présent, c'est qu'on envoie un rappel, en gros, 48 heures avant, pour libérer le créneau si jamais la personne ne va pas venir. Mais quand les gens prennent rendez-vous, comme ça arrive maintenant 4 mois à l'avance, envoyer un rappel 48 heures à l'avance, c'est un peu tard. Donc là, on est en train... Eux, aujourd'hui, ils ont une politique qui est d'appeler toutes les personnes pour être sûr qu'ils viennent et avant, ce qui est complètement fou. Et donc, ce qu'on leur a dit, mais écoutez, finalement, nous, ce qu'on pourrait faire, déjà, c'est qu'on va renvoyer un rappel par mail 3 mois avant, un rappel par mail 1 mois avant. On va faire plusieurs rappels avec à chaque fois ce lien pour annuler. Et sur les derniers rappels par mail, à leur demande, on pourra proposer aux gens de confirmer qu'ils viennent. Parce que, évidemment, quand vous avez pris un rendez-vous une semaine avant, ça paraît ridicule. Mais voilà, donc l'idée de pouvoir confirmer sa venue, ça ne veut pas dire que ça va annuler le rendez-vous si les gens ne confirment pas, mais au moins ils auront l'info que les gens ont confirmé. Donc c'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qui devrait arriver assez vite. Voilà, Est-ce que vous proposez l'intégration du rendez-vous dans l'agenda? Alors oui, bien sûr. Enfin, l'agenda est complètement intégré en fait. Ah oui, bien sûr. Des gens, oui, on fait un fichier ICS qui permet oui, bien sûr, pardon, j'avais pas compris. Ça, c'est très utile, de pouvoir l'ajouter. Donc, il y a un simple lien, vous cliquez, ça vous l'ajoute dans l'agenda. Très, très bonne remarque. Moi, c'est une question pour vous. Est-ce que depuis que vous avez mis en place ce système-là, vous avez vu et constaté une évolution au niveau des usagers, sur leur confort d'accueil et au niveau de vos agents? Voilà, est-ce que c'est réellement notable pour vous et quantifiable ce que ça a apporté sur le bien-être de tout le monde? Oui, alors globalement, oui, il y a encore un accompagnement des agents à faire parce que ils ont eu la formation, etc. Mais on le sait, l'accompagnement au changement, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais globalement, le fait que l'outil soit intuitif, qu'il y a quand même une prise en compte, dès qu'on est embêté, on appelle, on a une réponse. L'accompagnement se fait bien. Pour les agents d'accueil, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est ce problème qu'on rencontre sur les titres d'identité et de pas ce flux qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'il est trop important, mais qui est là pour toutes les mairies en fait. Ou en tout cas toutes les collectivités qui disposent de dispositifs de recueil. Quand demain, je touche du bois, ça va se calmer, je suis absolument pas inquiète sur le fait que ça nous aura largement aidé, ne serait-ce que déjà quand on voit la baisse de rendez-vous non honorés. C'est facile, les gens s'y retrouvent plus aussi, même au niveau du site internet, donc ça renvoie sur la plateforme Synbird pour la prise de rendez-vous. Ils rentrent déjà leurs pré-demandes, etc. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus efficace quand même. C'est indispensable. Surtout, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il nous faut des outils. C'est le cas pour Synbird et pour d'autres, puisque comme je l'ai dit, Synbird.
Mais c'est la difficulté, en fait, c'est d'intégrer une diversité d'usages. En fait, pendant 50 ans, en gros, nous imposions une modalité de service à l'usager. Aujourd'hui, en fait, la posture a totalement changé. Nous nous adaptons à une multitude d'usages. Donc, on en vient à réinterroger les outils qui nous accompagnent, les modalités d'accompagnement, rendez-vous, pas rendez-vous, intégration dans une file. Vous avez parlé de la file d'attente, mais maintenant, vous faites aussi des files d'attente déportées. Je sais que je suis là dans 1 heure, je vais faire mes courses à Alsace-Lorraine et je suis là à 15 heures. Ça c'est une file d'attente aussi, mais elle est pas sur un site. Donc ça, il faut l'imaginer aussi, et je sais que vous le faites d'autres par ailleurs. Et ensuite, ça interroge aussi la posture des conseillers relations usagers, conseillers de services publics, sur lesquels il faut travailler, puisque effectivement, la frontière est de plus en plus poreuse entre la médiation numérique et le métier tel qu'on l'a connu. Nous, par exemple, on n'utilise plus le terme d'agent d'accueil. On a totalement requalifié, totalement revalorisé ces fonctions. Et pour votre information, on est engagé avec Jérôme, avec la collectivité Ville et Métropole, dans un projet de décloisonnement total de notre offre auprès de l'usager. C'est-à-dire que, quand je dis total, c'est total, 360 degrés. On sera en mesure au 1er janvier 2024 de répondre à toutes les demandes des Toulousains dans 18 sites sur la ville de Toulouse, à la fois sur un niveau information-orientation, à la fois sur un niveau médiation administrative et numérique, et jusqu'à un niveau instruction pour un certain nombre de données. Pour votre information, nous, on va avoir 34 DR là, dans les semaines qui viennent, et ça pèse 120 000, 120, 130 000 rendez-vous par an. Et comme il y a ce qu'on en a pas reparlé, mais qu'il y a une très grande disparité de répartition des DR sur la métropole, on accueille 30 à 40% de non-toulousains sur nos sites. Donc ça pèse très très fort en fait sur la ville de Toulouse, qui est l'épicentre. Et pour conclure, comme vous l'avez dit Julien, nous là on est en train de, y compris, casser nos accueils physiques, puisque pour s'adapter à différents usages, on ne peut plus avoir ces guichets très anciens, avec une posture d'autorité publique, et on a recours maintenant à des mobiliers où on est dans des postures d'empathie, d'accompagnement, parce que les publics qui arrivent ne sont plus les mêmes, puisque en parallèle de tout ça, on développe beaucoup de téléservices, et sur 2-3 ans, on est 80% en fait des personnes ne se déplacent plus. Et ceux qui restent, par contre, ils ont besoin d'un temps d'accompagnement beaucoup plus long, forcément, puisqu'ils sont allophones, ils ont plus de difficultés avec le numérique. Et donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on supprime des postes, puisque la collectivité a fait le choix d'avoir une approche totalement cross-canal. Oui, on met le numérique parce que ça répond à des besoins. Oui, on accompagnera, on remet de l'humain dans les territoires, et donc on renforce nos équipes dans les territoires pour accompagner. Et aussi, on laisse du téléphone parce qu'il y a des personnes qui continuent à avoir cet usage téléphonique. Donc on essaie d'avoir cette approche totalement transversale et intégrée de l'ensemble des canaux d'acquisition de droits ou de services. Merci Guillaume, c'est vraiment super intéressant. Juste pour conclure là-dessus, ce qui est intéressant, ça me donne envie de rebondir sur les outils de base de connaissances. Donc nous, on n'avait pas imaginé ça, mais on est en train d'intégrer un outil de base de connaissances dans Seedbird, et on a découvert qu'effectivement, il y avait un besoin de décloisonner aussi. Et en fait, on a pris un choc en rencontrant la mairie de Brest. On a animé une table ronde ensemble. Et eux, ils ont créé une base de connaissances avec 600 ou 800 fiches maintenant. Et surtout, ce que j'expliquais, en faisant travailler sur un accueil téléphonique, ils ont une sorte des agents de tous les services de la ville. C'est-à-dire qu'un agent des espaces verts peut passer 2 jours par mois à répondre au téléphone. J'y croyais pas. Mais en tout cas, on sent que, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est vraiment une logique de décloisonnement. On sent qu'il y a quand même un mouvement de fond qui est quand même assez chouette, quoi, sur le... Pour compléter, avec nos collègues France Service, on a un partenariat avec l'État, on va jusqu'à décloisonner avec l'État. On a un site expérimental au minimum où là, en novembre prochain, un usager va trouver toute l'offre ville, toute l'offre métropole, France Service, 11 opérateurs, et y compris des acteurs extérieurs de l'écosystème local. C'est-à-dire, s'il y a des besoins pour les seniors sur ce quartier ou ce territoire, on va aller chercher des organismes associatifs publics ou privés qu'on va héberger dans une démarche partenariale pour offrir une mission d'intérêt public à nos populations. Ça peut être des écrivains publics, des conciliateurs de justice, des avocats, etc. On va les accueillir. L'idée, en fait, c'est qu'un usager qui se déplace chez nous, il repart, il a pu à se déplacer ailleurs, il a eu la réponse à ses questions avec une approche de décloisonnement institutionnel. C'est-à-dire que l'usager, il a pu à se poser la question de savoir qui fait quoi, parce que personne ne comprend rien.
tellement de strates intermédiaires qu'on ne sait pas. Et donc l'idée, c'est de travailler avec tous les partenaires, y compris par exemple le département sur une approche sociale, pour que on n'ait plus en fait une offre qui soit beaucoup plus lisible. Bon, on va laisser la place. S'il y en a qui veulent poursuivre, n'hésitez pas à passer, notamment au moment de midi, sur notre stand. Pour décloisonner, on est venu avec, on a osé venir à Toulouse avec ce qu'on appelle des dios, c'est des saucisses savoyardes. Et on sera ravis de vous en offrir. Voilà.